Les amis, bonjour. Aujourd'hui, on est à Montpellier, en plein été, au mois de juillet, et on a le privilège d'avoir un ami, Charles Maxence Laillé, le fondateur de la revue Orbs. Il est scientifique, pardon, il est journaliste scientifique depuis plus de 25 ans. Il a créé, il a conceptualisé un projet complètement démentiel. J'ai le privilège de vous présenter Charles Maxence. Salut Gérald, salut à tous, merci de ton invitation. Écoute, avec plaisir. Alors, donc, comme j'expliquais à nos amis à l'instant, pour différents, tu es le fondateur de la revue Orbs. Qu'est-ce que c'est cette revue? Orb, c'est une revue qui rassemble des visionnaires, des pionniers, tous azimuts. Ça va être des scientifiques, des économistes, des philosophes, des archéologues, des artistes aussi. En fait, ce sont des personnes qui chacune explorent les nouvelles dimensions du monde et nous font revoir notre relation à celui-ci, nous font revoir notre vision du monde. Et l'idée, c'était de les rassembler dans la revue pour proposer un lieu, un endroit où on a comme ça cette rencontre avec les nouvelles, toutes disciplines confondues, avec donc les nouvelles dimensions du monde, mais mises juxtaposées. Et donc ça fabrique un effet waouh, un effet d'étonnement, un effet d'émerveillement. En fait, tu es transdisciplinaire, c'est ça que tu veux dire par La rapport revue est à... transdisciplinaire, elle est intégrale au niveau de ses sujets. On va autant donc parler d'économie, il y a des prix Nobel, il y a des Il y a artistes, il des y a de prix la... Nobel qui écrivent dans la revue? Oui, où on fait des articles sur leurs travaux, en les contactant, en voyant avec eux ce qui est possible. On a plusieurs prix Nobel, des prix Nobel de littérature, des prix Nobel de la paix, des prix Nobel de médecine, qui D'accord. nous ont fait des textes pour la revue, de façon on les accompagne, hein, bien sûr, pour qu'on prenne conscience de comment leurs découvertes ou leurs travaux participent d'un enrichissement du monde, en fait, d'un élargissement des frontières du monde. Alors l'idée de cette revue, donc Orbs, hein, qui est en vente sur le site internet, on va y revenir après, ainsi que dans de nombreux marchands de journaux. Librairie, des librairies. Librairie, pardonne-moi. L'idée de cette revue, elle était née quand et pourquoi? Alors, l'idée m'est venue en fin 2011, où je voyais un peu ce qu'il y avait sur le marché en termes de revues et de magazines. Et puis, je me disais, mais en fait, c'est marrant, il y a plein de... Il y a des, moi, je vais être un fou de l'information, je suis intéressé par plein de sujets, et donc ça suppose d'acheter quasiment 15 magazines par mois, beaucoup de choses, pour pouvoir avoir un peu une vision d'ensemble. Il faut à la fois lire de la presse économique, lire de la presse concernant l'art moderne, lire de la presse par rapport aux sciences humaines, lire de la presse par rapport bien sûr aux sciences dures, donc vraiment ratisser large pour un peu avoir une vision d'ensemble. Et je me disais, mais il manque quelque chose comme ça, il manque quelque chose comme ça dans notre paysage éditorial en France, et d'où à un moment donné cette idée de dire, mais bien sûr, proposons une revue où il y a de l'art, où il y a de l'anthropologie, où il y a de l'intelligence artificielle, où il y a les droits de la nature, où il y a de l'art sacré, de l'art brut, de l'art visionnaire, où on va parler des pouvoirs de l'esprit, où on va parler aussi bien sûr de géopolitique, où on va parler des droits de l'eau en Afrique. Enfin voilà, c'est Tout est vraiment... interconnecté d'après toi et... Parce que tout est interconnecté, parce que dans notre monde aujourd'hui, tout est interconnecté. C'est uniquement les magazines qui existent ou les grilles de lecture qu'on va utiliser au quotidien, par exemple quand on suit des formations, quand on est en train de suivre des filières d'apprentissage ou d'enseignement, qui vont morceler les choses et les séparer les unes des autres. Alors que dans la réalité, tout est relié. On est à la fois, pendant qu'on est en train de parler ensemble, il se passe des choses dans le domaine de l'économie, il se passe des choses dans le domaine du climat, il se passe des choses, il y a des festivals par exemple de trance et de musique sacrée en Afrique, il y a des aurores boréales sur le cercle arctique, donc il y a plein de Tout choses à ça, la la fois. minute où on parle maintenant, bien Exactement. sûr. Donc, le propre de Orb, c'est en tout cas de proposer, de faire l'expérience de cette diversité, de cette richesse du monde, et avec une forme aussi qui est très très soignée au niveau des images, qui est très soignée au niveau de l'objet. Alors on est dans du très très on est dans des revues de très très haute qualité, tant sur le design que sur le gaufrage que sur la qualité du papier, des photos. Donc je te laisserai découvrir ça sur le site. Mais on est dans du haut de gamme, on peut dire. En tout cas, De l'idée, la c'est, qualité en tout cas. voilà, c'est effectivement une revue qui peut sembler assez luxueuse. Elle a le prix d'un livre, hein, c'est pas le prix d'un magazine, hein, en l'occurrence. Mais l'idée, c'est effectivement de proposer une encyclopédie du XXIe siècle, une D'accord. encyclopédie des nouvelles dimensions du monde, en proposant donc des grands reportages. Il y a une quinzaine de sujets par numéro, et on va autant avoir des cahiers images où on se fait l'écho d'expositions, par exemple sur la magie et la kabbale dans la tradition juive. Donc où on va se faire l'écho, ou une autre exposition sur les golems par exemple, où on va se faire l'écho comme ça de choses qui existent, mais dont on n'a pas forcément l'information que ça existe. Et on va avoir une rencontre avec un enlumineur qui nous explique sa conception du monde, et à côté, enfin comment il a été initié dans cet art de faire comme ça des dessins extrêmement soignés. Et puis le sujet juste avant, ça va être l'histoire des sciences, de l'hypothèse de la vie ailleurs dans l'espace.
En fait, tu parles de choses. Alors, est-ce que ce sont des choses scientifiques ou plus ou moins ésotériques, ou est-ce qu'il y a une réalité scientifique derrière? Parce que tu Ah, es journaliste scientifique oui, depuis oui, 25 ans. Est-ce que derrière tout tu as. tout est scientifique, ou en tout cas, tout est sourcé. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses que les scientifiques ou que le monde universitaire sait, mais D'accord. sauf que ça ne sort pas forcément d'un cercle d'initiés, ça ne sort pas forcément d'un cercle confidentiel d'expertise, Bac+24 ou des choses comme ça. Et nous, il y a cette volonté par rapport à notre circuit, à notre réseau d'informateurs très très large, et puis donc dans plein de domaines différents, de la chimie, des physiciens, des astrophysiciens, des spécialistes en finance, des gens qui, euh, qui sont des géographes, des gens qui sont archéologues, des gens qui sont anthropologues. On a vraiment tout un réseau comme ça de contributeurs qui, chacun dans leur domaine, nous disent mais là il se passe des choses extraordinaires, comme là par exemple dans ce numéro-là, le Orbs numéro 3, on traite de la rivière qui a gagné son procès. C'est-à-dire la façon dont les droits de la nature en Amérique latine, dans certains pays, en Équateur, en Bolivie, en Colombie, la nature n'est plus considéré comme un objet, mais considéré comme un sujet, et a été injecté dans les constitutions de ces pays-là, et ça devient des personnes morales qui peuvent attaquer en justice si elles sont polluées. Et là, c'est ce qu'on raconte par exemple dans cet article-là, où c'est un ethnologue qui analyse ce qui se passe au niveau des systèmes politiques là-bas, comment la nature devient un sujet de droit dans on va appeler ça le cadre juridique dans lequel on évolue. Il nous raconte ça et la façon dont la rivière a gagné son procès. D'accord. Alors c'est vrai que c'est. Alors, globalement, on n'a pas ça sur BFM. Donc en fait, c'est des informations qui sont factuelles, qui sont réelles. Exactement. Qui ne sont pas forcément Et dans tout les est mass sourcé. médias. Et tout est sourcé à chaque fois. Hein. C'est-à-dire que chaque article, il y a les références bibliographiques, il y a les références des articles scientifiques dont on se fait l'écho, il y a bien entendu la bibliographie qui va avec, il y a la biographie des auteurs. Enfin voilà, on est vraiment sur une logique de mettre à disposition une information qui ne se trouve pas forcément sur Internet, mais le monde est plus large que Internet. Et c'est pour ça qu'on fait ce travail-là de rassemblement à travers la revue. D'accord. Alors là, aujourd'hui, tu as combien de revues à ton actif? On a 8 numéros de la revue de Orbs qui existe, il y a à peu près un numéro par an, avec souvent du crowdfunding de façon à aider à la fabrication du numéro pour amorcer le budget. Et on a fait, donc il y a 6 numéros de la série normale et on a 2 numéros thématiques, un qui est sur l'eau, mais qu'on aborde aussi de façon transdisciplinaire, physique, architecture, juridique, sociétale, donc biologie, météorologie, enfin voilà, on aborde l'eau dans plein d'angles différents. Il y a un super texte d'un compositeur de musique subaquatique, c'est-à-dire c'est des concerts qu'on écoute en se mettant sous l'eau, avec le maillot de bain, on est dans l'eau et donc on écoute des sons comme ça, comme on peut entendre quand on est sous l'eau, quoi, voilà. Donc il y a plein d'aspects comme ça. Il y a un grand sujet sur les coulisses de la mémoire de l'eau, par exemple, par rapport à l'histoire des années 88-90, au moment où la parution de l'article a défrayé la chronique. Alors, et puis, si je me permets juste pour les personnes qui découvrent la mémoire de l'eau, qui ne savent pas trop ce que c'est, en fait, c'est une théorie qui a été conceptualisée, qui a été appuyée par des professeurs nobelisés comme Luc Montagnier. Donc, même si elle est plus ou moins controversée par beaucoup de scientifiques, elle a été quand même appuyée par des scientifiques de renom qui racontent, enfin, qui estiment que l'eau a une mémoire. C'est-à-dire que tout l'émotionnel, toute l'énergie ambiante est absorbée par l'eau et la forme des molécules se mettent dans un ordre plus ou moins différent en fonction de l'énergie, de l'émotionnel qu'il y a autour de l'eau à un moment donné. Donc, exactement, c'est-à-dire c'est lié en fait en gros à l'environnement électromagnétique, et l'eau va garder l'empreinte de cette décharge d'énergie électromagnétique, de ces ondes électromagnétiques, de cette ambiance, de cet environnement qui va se mettre dans l'eau. Et l'eau, effectivement, est modifiée dans ses liaisons moléculaires. On appelle ça de la chimie quantique. Hein. C'est pas forcément de la physique quantique, mais on appelle ça de la chimie quantique quand on est dans l'infiniment petit et que les propriétés des atomes comme ça sont modifiées par d'infimes quantités d'énergie. Voilà. Et donc ces disciplines-là qui sont des nouvelles disciplines, hein. On parle de nanopharmacologie, on est dans l'infiniment petit, on est dans le domaine de l'invisible. Le nanomètre, pour ceux et celles qui nous écoutent, c'est le 1 milliardième de cheveux, hein, en termes de dimension et de diamètre. On est vraiment dans du tout petit de tout petit. Et donc, il se trouve qu'avec les années 80, 90, 95, 2000, on a développé tout un tas de procédés, tout un tas de techniques qui nous permettent d'explorer l'infiniment petit.
Et donc en allant dans l'infiniment petit, on va dans l'invisible, et comme on va dans l'invisible, eh bien, ça fait des passerelles, des traits d'union avec les traditions, avec ce qui peut être raconté par les traditions. Moi, en tant que journaliste scientifique, c'est la façon dont c'est ce sur quoi j'enquête, sur qu'est-ce que la science sait sur l'acupuncture, qu'est-ce que la science sait sur la sensibilité à la météo, sur les tempêtes solaires, sur comment on peut détecter des séismes avec des satellites qui vont écouter le champ magnétique de la Terre. Enfin voilà, il y a plein de choses qui se passent dans plein de domaines différents, et c'est un petit peu mon fil rouge au niveau de ma recherche en tant que journaliste. D'accord. Donc on peut dire que c'est un mélange, d'ailleurs sur chaque numéro il est marqué art, science, humanité, conscience. Exactement. C'est un mélange de plein de disciplines, Exactement. Mais qui sont quand même basées sur une information sourcée et factuelle. Sourcée et factuelle et d'avant-garde. On est avec des pionniers, que ça concerne l'intelligence artificielle, l'intelligence animale, les robots tueurs ou les bienfaits de la méditation par rapport à la santé. On est sur des sujets qui à la fois sont documentés, sourcés, sont liés à des débats qui ont eu lieu à l'UNESCO par exemple ou à l'ONU. Enfin voilà, ce sont des informations, ce sont des événements et des informations qui ont lieu, mais c'est une information généralement qu'on n'a pas eue. D'accord. Voilà, c'est un peu le principe de la revue. Donc là, depuis 2011, intellectuellement d'abord et ensuite en pratique, tu es sur ce projet. Exactement. 8 numéros sont sortis. Voilà, dont un numéro thématique sur l'eau et un autre numéro thématique sur le féminin. Où on va parler par exemple du féminisme et de la franc-maçonnerie. Il y a un grand reportage, une grande enquête sur les apparitions mariales autour du monde. Donc les apparitions de Marie et les messages que donne Marie, que ce soit au Japon, à Fatima au Portugal ou même aux Pays-Bas. Enfin voilà, donc c'est une grande enquête comme ça où on relate des faits qui sont documentés d'un point de vue historique. Et puis il y a aussi un sujet sur la crise de l'eau en Afrique. On a un autre sujet sur l'architecture par rapport aux puits, des puits finement ouvragés, incroyables de beauté, de précision, de géométrie et de symétrie, qui sont donc la technique traditionnelle en Inde pour accéder à l'eau. Enfin voilà, on a plein de choses comme ça dans ce numéro sur l'eau. D'accord. Sur la femme, pardon. Oui, et donc sur le féminin, on a ce grand reportage sur les apparitions mariales autour du monde. Ouais. Et puis on a un autre sujet sur les déesses au fil des âges, avec tout un cahier image en fait de type histoire de l'art sur la représentation du féminin sacré au fil des époques, en fonction des civilisations et en fonction des régions du monde, quoi. Voilà. Qu'est-ce qu'on a encore dans ce numéro ? On a aussi un cahier avec les textes d'une activiste qui s'appelle Starhawk, qui est une américaine, qui est une pionnière de la lutte antinucléaire, qui est une pionnière de la lutte de la libération de la femme au sens d'un courant de pensée qu'on appelle l'écoféminisme, où on reconnaît que la femme a été opprimée, mais notamment parce que la femme est liée à la nature. C'est typiquement la chasse aux sorcières, c'est typiquement des époques comme cela, c'est parce qu'elles étaient dépositaires d'une énergie, qu'elles étaient dépositaires d'un savoir qui était lié à la nature, qui était lié à une connaissance, on va dire, sauvage et non pas académique, qu'elles ont été pourchassées. Voilà. Et donc Starhawk, qui est une des pionnières de cette pensée-là aux États-Unis, on traduit un texte d'elle qu'on rend disponible en français pour faire connaître sa pensée. On a différents sujets comme ça au niveau de ce numéro. On parle des racines mythologiques du mouvement MeToo, du fameux hashtag MeToo, et on replonge sur les histoires du récit, les femmes réalisatrices, le milieu du cinéma, des déesses d'aujourd'hui qui se retrouvent à reprendre la parole et qui font le lien avec des époques ancestrales où on a retiré la parole à la femme. Voilà, on a vraiment plein de dimensions comme ça entre la nature, le sociétal et la déesse au niveau du horse féminin, et on a aussi un sujet par exemple sur comment la nature nous fait du bien. Voilà, on a plein d'entrées autour de cette idée, toujours pareil, on prend un thème mais on l'aborde à 360. Au niveau art, au niveau scientifique, au niveau sciences humaines, au niveau des sciences naturelles, et ça permet comme ça d'être un peu émerveillé par la richesse du monde. D'accord. Et du coup, là, 6 exemplaires, plus de hors-série, donc 8 exemplaires. Exactement. Au niveau du futur de ta revue, comment tu vois le futur ? Écoute, on a plusieurs numéros dans les tuyaux. Je me permets de t'interrompre. Aujourd'hui, combien d'exemplaires par numéro tu sors, tu édites ? Un numéro, c'est 4000 exemplaires. D'accord. On imprime à 4000 ex. Donc c'est vraiment une niche assez précise de... Oui, bien sûr, oui, c'est un MOOC, comme on dit, au niveau de cette catégorie de livres magazines, de livres revues. D'accord. Et nous, on est dans cette idée de proposer un peu une encyclopédie où, à la fois, c'est une série. Chaque numéro peut se lire de façon indépendante, et en même temps, chaque numéro est un chapitre de la grande histoire. Et ça permet comme ça, petit à petit, quand on fait la collection, il y a des connexions qui sont d'un numéro à l'autre en fonction de, tiens,
Il s'est passé ça avec, en Australie, tiens, il se passe ça en Chine, ah mais oui, ah mais c'est intéressant par rapport à la conquête de l'espace, enfin voilà. Là, il y a juste 2 numéros sur la collection, mais vous pouvez voir sur le net les anciens numéros disponibles. On peut encore commander certains des anciens numéros. Bien sûr, oui. Il en reste encore un petit peu des 2 premiers numéros, et puis il reste encore des numéros 2, des numéros 3, des numéros 4, enfin voilà, il y en a quelques-uns. Ouais. Bah écoute, donc si tu veux en savoir plus sur la revue Lors, et si tu veux bien sûr commander les numéros, n'hésite pas. Le site c'est orbs.fr, je ne me trompe pas. Orbs, ouais, Orbs.fr, pardon-moi. Je te mets bien sûr le lien dans la description. Si tu veux en savoir plus, ben, n'hésite pas. Si tu veux les aider, puisqu'ils font parfois du crowdfunding, comme il est évoqué, pour pouvoir financer les numéros à venir, n'hésite pas non plus. En tout cas, n'hésite pas si cette vidéo te parle, si cette revue te parle, n'hésite pas à commenter, à liker, à partager et bien sûr à t'abonner à la chaîne de Différents Points Langue si ce n'est pas encore déjà le cas. Merci Gérald. Charles Maxence, à bientôt. À bientôt. Ciao.